Et c'est l'heure de votre émission Regard croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Sur New World encore, 4 sujets à aborder dans Regard croisé de ce jour. Nous parlerons d'abord du Proche-Orient. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une escalade. C'est de Hubert Védrine. Nous en parlerons avec nos invités. Après, ce sera le Mali. Départ de l'aménagement de la région de Kidal. Notre troisième sujet, République démocratique du Congo. L'ONU prête pour un retrait progressif et ordonné de la MONUSCO. Puis nous allons terminer, bien évidemment, par le Togo. Quatrième sujet, donc. Togo, le président Faure vise un État stratège à l'horizon 2030. C'est pour en parler ce soir. Deux invités pour le moment sur le plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Louis. Notre deuxième invité aujourd'hui, Justin Anani. Vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir, Justin, et bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et bonsoir également à toutes celles qui nous suivent également en ce moment. Ok. Alors, nous attaquons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Proche-Orient, ou du moins de la France, dans cette émission de RFI et France 24. Mardi politique, hier, Hubert Védrine, ex-ministre français des Affaires étrangères, était reçu dans cette émission. Il a été interrogé sur la situation au Proche-Orient avec la visite aujourd'hui du président américain Joe Biden pour tenter de rencontrer certains dirigeants de la région pour discuter des issues à trouver à cette crise entre le Hamas et Israël. Pour Hubert Védrine, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une escalade. Eh bien, l'hypothèse d'une escalade revient partout. Finalement, tout le monde en parle. Êtes-vous du même avis, Louis, pour commencer? Oui, vous avez bien fait de poser la question comme telle, parce que l'escalade, c'est toujours d'actualité depuis le déclenchement de cette crise-là. Et malgré les tentatives en cours, justement, toujours à une escalade possible. Justement, parce que tout dépendra aujourd'hui de ce que les belligérants vont décider de Gaza. Et donc, tout au début de cette crise-là, c'est Iran qui est monté au créneau et qui a averti plus d'un que la situation sera sous contrôle dès que Gaza sera touché. Et donc, de loin, on envisage en fait de voir, c'est vrai que ailleurs il y a la création de ce front libano-israélien au sud, en fait, au sud du Proche-Orient, où les belligérants sont en train d'échanger des tirs, mais pour le moment, ce ne sont pas des tirs de nature justement à aller à ce qu'on appelle escalade. Mais l'escalade dépendra, comme je le disais tout à l'heure, de ce que les belligérants vont décider de Gaza. Gaza qui est aujourd'hui un territoire, un espace très exigu, un territoire de plus de 2 millions d'habitants. Et donc, s'il va falloir le faire, il va falloir justement conquis ce territoire-là, ce qui est d'abord imaginable parce que les faits nous révèlent que depuis là, aucune armée, même aussi nucléaire, que soit-elle, n'est pas arrivée justement à gagner ce genre de bataille. C'est pourquoi certains experts parlent d'escalade inimaginable. Maintenant, et comme je le disais tout à l'heure, tout dépendra de ce que les belligérants de Gaza. Voilà. Justin Anani, pensez-vous également que l'escalade est inévitable aujourd'hui? Oui, malheureusement, c'est le constat qui est sur le terrain. Parce que de part et d'autre, que ce soit au niveau du Hamas et dans l'état de Gaza, au regard de tout ce qui se passe là, que ce soit au niveau de l'état israélien, donc il y a lieu quand même d'observer que de part et d'autre, il y a une volonté manifeste d'en découdre. Donc quand ça se passe comme ça avec la position des États libano-arabes dans la sous-région, vous allez comprendre que chacun essaie de tirer le drap vers son côté. Et le constat qui est réel aujourd'hui est que l'Occident est voué. Donc à travers les manifestations qu'on a observées ce jour, après l'attaque contre, comme on appelle, un hôpital, et l'Israël qui se renvoie la responsabilité au niveau de Hamas, Hamas qui dit que c'est Israël qui a bombardé. Déjà, il y a un certain nombre de principes des droits fondamentaux, l'humanité bien sûr, qui ne sont même pas encore d'être respectés. Donc à partir de ce moment-là, avec la position de ces États-là, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, que ce soit, comment on l'appelle, Iran ou Irak, dans la zone, je pense qu'on doit faire extrêmement attention par rapport à tout ce qui se passe là. Mais Israël est toujours sur sa position, et surtout avec la visite
de Joe Biden aujourd'hui, dont j'étais qualifié de pouvoir soutenu moralement tout ce qui se passe là et même militairement quand on sait qu'il a fait déplacer également ces ports d'avion sur la Méditerranée là. Donc il est lui quand même de faire extrêmement attention, sinon cette situation là va créer d'autres conflits et que là lorsque le ministre, comment on l'appelle français, parle de l'escalade. Oui, effectivement, il a trouvé juste. Mais on doit faire énormément attention à ce que ça ne déborde pas les bases. Alors, pour éviter cette escalade, plusieurs médiations sont en cours, des initiatives prises par plusieurs pays. Et parmi ces initiatives, celle des États-Unis aussi, pour lesquelles le président se rend aujourd'hui en Israël, en Jordanie, plutôt pour rencontrer le président. Et puis, le président égyptien, l'Égypte qui est devenue une plaque tournante dans la négociation. Dans cette crise, de l'autre côté, il y a la Turquie qui est également à pied d'œuvre pour obtenir la libération des otages israéliens. Il y a l'Iran qui menace de l'autre côté. Si on continue, l'Iran peut-être pourra intervenir. Il y a le Liban de l'autre côté avec le Hezbollah. La France qui aussi dit au Liban de se mettre à côté pour ne pas créer une autre situation finalement. Est-ce qu'au-delà de tout, au regard plutôt de toutes ces tentatives qui sont mises en œuvre et les Nations Unies qui entre-temps ont échoué à valider une proposition de la Russie et tout, est-ce qu'on pourrait quand même espérer qu'on puisse trouver une issue favorable à cette crise-là pour éviter cette escalade? Oui, moi je pense que la diplomatie doit primer. Parce que et quand vous voyez même comment est née cette situation, d'avant même le 7 octobre 2023 dernièrement, et moi je dis que aucune excuse n'est tolérée lorsqu'on constate ou on pose des actes qu'on peut qualifier de boucherie humaine. Donc l'attaque qui a eu lieu contre l'Israël et avec la réplique, je pense que au-delà de tout, la diplomatie doit quand même jouer. On doit faire en sorte que ce soit les rencontres qui sont annoncées par le président américain Joe Biden, malheureusement avec l'attaque qui a eu lieu hier, et c'est avorté. Actuellement, il est comment on l'appelle, en Israël. Bon, la question est de savoir est-ce qu'il va voir également les autres États arabes qui sont dans la zone, et avec des prises de position, des manifestations contre l'Occident, ici et là. Je pense qu'on doit faire énormément attention, parce que si ça continue, bien sûr que cette crise-là ne date pas d'aujourd'hui, mais avec l'organisation de Hamas, qui s'est préparée durant près de 2 ans ou au-delà de 2 ans, avec les informations qui ont fuité, malheureusement, la division qui a eu lieu au niveau de la politique israélienne n'a pas permis en quelque sorte à tenir compte, d'anticiper, à tenir compte des éléments. Bon, et finalement, Hezbollah a frappé. Mais la conséquence directe aujourd'hui, Israël n'arrive pas à se désarmer. Donc il va falloir également que les ténors également dont vous venez de faire cas puissent quand même comprendre que quoi qu'on dise aujourd'hui, la violence ne règle jamais c'est pas un problème, ne trouve jamais de solution, mais plutôt de s'asseoir et de discuter et de faire en sorte que véritablement l'être humain soit quand même préservé. Quand on tue des enfants, des innocents, des civils, ici et là, on parle du droit humanitaire qui n'est pas respecté. Moi, je pense qu'on doit faire extrêmement attention. Louis, plusieurs initiatives, comme je le disais, sont mises en œuvre aujourd'hui pour trouver une issue à la crise, pour justement éviter cette escalade-là. Pensez-vous que ces initiatives, ou du moins une d'entre elles, pourrait marcher et permettre d'éviter le pire que nous craignons tous, l'escalade? Non, je pense qu'on doit rester dans le positivisme. Et s'il sera arrivé, on ne peut que remercier le bon Dieu, parce que quand vous analysez un peu la situation, vous allez vous rendre compte que depuis 1945, aucune guerre à proprement discuter, qu'elle soit, n'est jamais débouchée sur une étape où on arrivait à dégager un vaincu et un vainqueur. C'est-à-dire que les États sont tellement, ou bien les belligérants sont tellement devenus égaux. Ils sont fiers de leur stratégie que personne ne veut se laisser manger la laine sur le dos. Et on le voit depuis avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, c'est malheureusement ça ces derniers temps. C'est-à-dire que aucune guerre n'a débouché sur des négociations où on est arrivé à signer une amnistie digne de ce nom, en bonne et due forme. Donc, c'est pour ça que je dis que si on arrive à éviter cette escalade-là, ce sera un exploit de gazelle pour le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde craint, c'est que cette guerre-là ne se généralise et ne se mondialise. Et souvent,
souvenez-vous qu'au sorti des 2 premières guerres mondiales, tous les États ou bien toutes les puissances mondiales ont aujourd'hui ce qu'on appelle des alliés en attente et en instance. Vous avez vu que beaucoup de pays commencent déjà encore pas à se prononcer sur cette crise-là et soudainement ou bien de façon clandestine, certains pays sont en train déjà de se positionner à côté d'un tel État en défaveur d'un autre. Et donc ça veut dire que du jour au lendemain, qu'on le veut ou pas, si les négociations n'aboutissent pas, si la diplomatie ne porte pas fruit, la guerre risque de se généraliser et c'est ce qu'on doit justement éviter aujourd'hui. On voit à peu près aujourd'hui la position de l'Afrique également dans ce conflit-là, même si on sait que la guerre, en fait, qui se passe là-bas au Proche-Orient est une guerre qui est aussi vieille que le monde et que si à un moment donné, les gens trouvent que c'est le moment en fait de faire taire les âmes, on ne peut que les encourager et remercier et prier le bon Dieu pour que les négociations aboutissent. Alors, dans ces négociations ou ces initiatives, celles des États-Unis, c'est pour cela justement que Joe Biden se rend en Jordanie. Il y a la Russie aussi qui a tenté en tout cas d'obtenir la création d'un couloir humanitaire, d'une trêve plutôt. L'Union européenne qui demande la création d'un couloir humanitaire au niveau du Conseil de sécurité. L'on est divisé sur la conduite à tenir. Pensez-vous qu'avec cette situation où certains, comme vous le disiez, certains se préparent peut-être à soutenir tel ou commencent déjà par soutenir tel ou tel, quel pays aujourd'hui serait bien placé pour concilier les deux bords pour qu'il n'y ait pas cette escalade-là? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où, déjà avec l'attaque qu'il y a eu contre l'hôpital au niveau de l'autre bord et les accusations qui fusent ici et là, et Joe Biden qui séjourne en Israël, en réalité, comme vous venez de le dire, doit se rendre également en Jordanie. Mais les chefs d'État de ces zones-là, en réalité, qui faisaient partie du programme, ont déjà décliné la rencontre. Ça fait que, finalement, les dernières informations font état de ce que c'est les victimes, les parents des victimes, et les tractations pour obtenir la libération des otages, les 199 dont on parle, et les Israéliens, les Français, les étrangers pour la plus grande partie. Et au-delà de ça, et comment faire maintenant pour que les deux bords puissent concilier? Parce que, en dehors du bombardement ou des bombardements qu'on a eu à constater, Israël est sur le terrain maintenant, est en train de ratisser. Donc, si ça continue comme ça avec la position d'un certain nombre de pays qui sont des pays arabes et qui soutiennent la Palestine dans sa cause, et qui soutiennent le peuple du Gaza, je pense que sur cette base-là, on doit faire extrêmement attention. Alors, qui aujourd'hui pour calmer les tensions? C'est la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation puisque les manifestations qui sont observées depuis un bon moment, c'est contre l'Occident. Je ne sais pas si la position de la Russie serait la bienvenue. Ah mais sa résolution a été rejetée au Conseil de sécurité. Tout à fait. Eu égard également à la guerre qui se déroule de l'autre côté, donc la Russie est mal vue. Maintenant, enfin, entre guillemets, le gendarme... La Russie est out. Est out. Pourra pas... Bon, les États-Unis, voilà, Joe Biden qui sont très proches d'Israël. Donc on estime que Joe Biden est mal positionné pour jouer la médiation. La preuve en est que les chefs d'État de la Jordanie et autres là ont déjà décliné la rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui. Mais au-delà de tout, avec le positionnement des États, et même en Afrique ici, comme vous venez de le dire également, que donc, certains États soutiennent comment on appelle la cause palestinienne, d'autres soutiennent l'Israël. Je pense qu'on doit faire extrêmement attention parce que ça risque d'embrasser cette zone-là. Comme venait de dire mon confrère, c'est une zone déjà qui est déjà fragile de par le passé. On a vu les guerres successives, mais le conflit au niveau de Yémen. Et avec tout ça, déjà, je pense qu'on doit faire extrêmement attention, bien que aujourd'hui, c'est Israël qui est en position de force. Mais on ne sait pas comment est-ce que ça va tourner finalement. Louis, qui, pour sauver la situation dans la bande de Gaza ou au Proche-Orient, la Russie, l'Égypte, les États-Unis, la France, le Liban, l'Iran, la Turquie, etc. Qui pour sauver la situation selon vous?
c'est une question un peu compliquée, mais quand vous voyez, c'est-à-dire qu'à première vue, les gens pensent que les États-Unis peuvent jouer un rôle prépondérant. Même si Anani disait tout à l'heure que les États-Unis sont mal partis pour justement endosser cette responsabilité. Mais ce que moi je trouve aujourd'hui, c'est que si la guerre va être désamorcée, ça dépendra de l'Iran. Parce que dès que l'Iran va s'impliquer véritablement dans cette guerre-là, je pense que d'autres nations, bien d'autres États ne vont pas hésiter également à rentrer en jeu. Et donc, vous l'avez Alors, ce vu. que vous proposez, c'est que l'Iran ne s'implique pas. Que l'Iran soit neutre, que l'Iran maintienne sa position de neutralité, même si des informations de part et là font état de ce que il y a un soutien clair. Le Hamas. Maintenant, jusque-là, c'est un soutien qui est masqué. Et donc, si jusque-là, l'Iran peut rester dans cette posture-là, je pense que ça va éviter au monde entier une escalade, en fait, comme on le dit. Parce que beaucoup d'experts ou bien beaucoup de républicains ont déjà averti l'Iran que si il se hasardait justement à s'impliquer, s'il se hasardait à envenimer la situation, il leur apportera sur leur chemin. Donc je pense que si la situation doit se calmer, si on ne va pas déboucher sur une hécatombe, tout dépendra de l'Iran. Il faut que l'Iran soit neutre, il faut que l'Iran ne s'implique pas comme cela se doit. Quel message peut-être pour les combattants du Hamas ou les Israéliens aujourd'hui dans ce contexte? Non, mais que la compréhension prévale cette fois-ci, parce qu'on l'a dit, c'est une guerre entre guillemets qui est même a des connotations entre guillemets bibliques, parce que religieuse et tout, international et même il est même dit dans un coin de la Bible que lorsque ces deux pays-là vont finir par s'entendre, ce sera peut-être le retour du Sauveur. Et donc je pense que si c'est ce qu'ils peuvent faire pour que le Sauveur nous revienne, on ne peut que les supplier, parce que la guerre, quoi qu'on le dise, il y a quelqu'un qui disait tout récemment à la tribune des Nations Unies que tous ceux qui décident de la guerre, si on leur demandait d'envoyer leur fils au fond, ils ne vont pas penser à le faire. Donc la guerre n'a jamais rendu service à personne. Et dans cette crise-là, je conseille ou bien j'invite une fois encore tous les États qui ont quelque chose à prévaloir dans cette situation-là de rester neutres, de ne pas nous replaquer la situation russo-ukrainienne actuellement, et qu'on a besoin de la paix. Le monde a besoin d'aller en avant. Justin, oui, le conflit humain, le conflit humain et le conflit armé, je dirais, n'a jamais apporté de solution idoine, pérenne, sur une situation donnée ou sur un problème de crise. Mais des fois, on estime que c'est par là qu'on doit passer pour s'imposer. Oui, on peut estimer qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais si ça ne peut pas aller vers donc, une situation pérenne, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut quand même s'interroger. Il est bien vrai que ce qui se passe au niveau du Proche-Orient entre Hamas et Israël, et les Palestiniens, avec le soutien du monde arabe et avec tout ce qu'on connaît là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais la position qui aussi est très tranchée vis-à-vis de cette crise, qui est celle des États-Unis, et donne l'impression également que si on ne fait pas attention, je reviens encore là-dessus, donc l'escalade dont on parle, donc ça va arriver. Donc il va falloir également que les partis puissent quand même s'entendre sur le minimum et cesser de s'entretuer. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve juste après pour la suite de cette émission.